Bienvenue sur Next Gen Manufacturing Nexus. Imaginons un instant, un poste d'ingénieur sur un projet absolument pharaonique basé en France, à Cadarache, rémunéré jusqu'à 130 000 € net d'impôts. Et pourtant, quasiment personne ne sait que cette opportunité existe. C'est ce que nous allons analyser dans ce décryptage consacré aux ingénieurs du projet ITER. Leur mission, elle est littéralement de fabriquer une étoile en laboratoire. Allez, on plonge dans l'un des défis les plus audacieux de l'ingénierie moderne. Alors la question qui se pose tout de suite, c'est comment recréer une étoile sur Terre? Et là, on ne parle pas d'un vague concept de science-fiction, mais bien du plus grand défi de toute l'histoire de la production énergétique. L'idée, c'est d'arriver à maîtriser des forces purement cosmiques à l'intérieur d'une infrastructure construite par l'homme. Le but ultime derrière tout ça? Fournir une énergie totalement décarbonée et quasi inépuisable pour notre futur. Et ça illustre brillamment le paradoxe absolu de cette machine. D'un côté, pour que la réaction se fasse, il faut maintenir un plasma à 150 millions de degrés Celsius. C'est tout simplement 10 fois plus chaud que le centre de notre Soleil. Mais de l'autre côté, pour confiner cette chaleur phénoménale sans fondre les parois du réacteur, on utilise des aimants supraconducteurs surpuissants qui maintiennent le plasma en lévitation. Sauf que ces aimants, ils doivent être refroidis à l'hélium liquide, ce qui plonge le système à moins 269 degrés Celsius. Concrètement, on fait cohabiter les températures les plus extrêmes de l'univers entier à seulement quelques mètres de distance. Pour donner une idée de l'échelle, les chiffres donnent le vertige. 23 000 tonnes. C'est le poids estimé du cœur du réacteur qu'on appelle le tokamak. Pour mettre ça en perspective, c'est carrément 3 fois le poids de la Tour Eiffel. On parle d'un puzzle monumental composé de plus d'1 million de pièces uniques qui sont fabriquées aux 4 coins du globe et qu'il faut réussir à emboîter avec une précision millimétrique. Évidemment, un tel niveau de complexité, ça dépasse de très loin les capacités d'un seul pays. Il y a donc 35 nations engagées dans cette immense synergie. La Chine, l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Russie et les États-Unis. Réussir à faire collaborer tous ces blocs géopolitiques autour d'un unique réacteur en Provence, c'est une prouesse diplomatique et logistique absolument totale. Partie 1, le paradoxe d'ITER et les extrêmes de l'ingénierie. Concrètement, c'est quoi la différence fondamentale avec l'énergie nucléaire qu'on utilise aujourd'hui? La fission traditionnelle, ça consiste à casser des atomes lourds. La fusion, c'est tout l'inverse. On vient forcer des atomes extrêmement légers à fusionner entre eux. Le résultat, ça dégage une chaleur colossale, ça génère très peu de déchets radioactifs à longue vie, et surtout, la physique exclut tout emballement en chaîne. C'est une réaction qui est intrinsèquement sûre. Ce qui nous amène à la partie 2, le quotidien de l'ingénieur, la réalité du terrain. On pourrait s'imaginer des scientifiques en blouse blanche appuyant sur des boutons lumineux, mais la réalité du terrain exige une rigueur implacable. Les journées impliquent des analyses de sûreté extrêmement poussées face à des risques multiples, allant des incendies aux inondations. C'est aussi une revue documentaire massive pour s'assurer que chaque sous-traitant respecte des normes ultra strictes. L'objectif quotidien, c'est de concevoir chaque ligne de code et chaque équipement pour éviter la moindre défaillance. Prenons un exemple fascinant, le défi du tritium. Le réacteur n'a besoin que de quelques kilos de ce carburant pour fonctionner et le site est autorisé à en gérer un maximum de 4 kg. Sauf que le tritium est un gaz radioactif extrêmement volatile avec la fâcheuse tendance à s'infiltrer absolument partout. Les ingénieurs doivent concevoir des bâtiments entiers qui sont uniquement dédiés au confinement et au recyclage de ces quelques grammes capricieux. C'est un vrai casse-tête. Et ça demande un état d'esprit bien particulier. Travailler sur ITER, c'est un peu comme ériger les cathédrales d'autrefois. Le projet s'étend sur des décennies. Les ingénieurs qui conçoivent les plans ou qui valident les assemblages aujourd'hui savent pertinemment qu'une exploitation commerciale n'arrivera peut-être pas de leur vivant. C'est vraiment un dévouement rare et magnifique à une cause scientifique de très long terme. Passons à la partie 3, formation et compétences, le chemin vers la fusion. Alors comment on arrive à ces postes à haute responsabilité? La route exige une fondation vraiment solide. Tout commence, logiquement, par un diplôme en sciences générales ou en ingénierie. Ensuite vient le master, très souvent spécialisé en physique nucléaire ou en physique des plasmas, en passant par des filières d'excellence. Enfin, c'est la spécialisation qui est reine. Le projet recrute massivement des experts pointus en mécanique des fluides, en cryogénie avancée ou en sûreté opérationnelle. Partie 4, entreprise et salaire, le marché du travail. Ce qui est vraiment fascinant avec ces données, c'est de voir la réalité du recrutement. Il ne se limite pas à quelques chercheurs en laboratoire. De grandes structures de l'industrie comme Assystem, KEPCO ou CTS Corporate recherchent des talents en permanence. Si les profils débutants dans la sous-traitance démarrent autour de 34 000 €, l'objectif ultime, c'est d'intégrer directement l'organisation ITER. À ce niveau-là, les salaires s'envolent, allant de 60 000 à 130 000 € annuels, avec un avantage colossal, ces rémunérations sont entièrement nettes d'impôts. Et oui, un atout de taille. Mais attention, il est crucial de bien comprendre la distinction. Sur le site, on retrouve les employés directs de l'organisation ITER d'un côté et les contractants intégrés de l'autre.
Très souvent, d'excellents ingénieurs sont d'abord embauchés par des cabinets de conseil partenaires tout en travaillant physiquement sur le site de Cadarache. C'est clairement une excellente porte d'entrée pour faire ses preuves sur le terrain avant de pouvoir viser les fameux contrats directs détaxés. Terminons avec la partie 5, l'avenir de la fusion, horizon 2035 et au-delà. La chronologie du projet nous montre bien les réalités industrielles extrêmes. Après l'accord international de 2006, l'assemblage massif n'a débuté qu'en 2020. Entre les pandémies mondiales et la gestion inévitable des défauts sur des composants géants fabriqués sur plusieurs continents, un recalibrage majeur s'imposait. L'objectif directeur est donc désormais fixé à 2035 pour obtention du premier grand plasma. Et il ne faut pas oublier que, loin d'être isolé, le projet évolue face à une concurrence devenue féroce. La Chine, par exemple, avance à un rythme effréné avec son propre réacteur expérimental, le CFTR. En parallèle, on voit éclore une multitude de startups privées qui attirent des capitaux colossaux en promettant une agilité technologique inédite. C'est la garantie absolue que l'expertise en fusion nucléaire va rester extrêmement demandée et très bien valorisée dans les décennies à venir. Alors, qui devrait viser un tel métier? Les profils qui sont passionnés par la résolution de problèmes en apparence impossibles, par la très haute technicité et par un environnement très international vont s'y épanouir pleinement. À l'inverse, si on recherche des résultats instantanés et des cycles de projet courts de quelques mois, il vaut mieux chercher ailleurs. Maîtriser l'énergie des étoiles, c'est véritablement la quête d'une vie. La question reste posée, qui seront les bâtisseurs de cathédrales du XXIe siècle capables d'allumer le soleil sur Terre?